Le silence fut brisé par un tweet qui sembla naître d'un coup de tonnerre. Elon Musk demandait la destitution de Donald Trump et la nouvelle traversa les marchés comme un éclair fendant en deux la voûte de Wall Street. C'était un matin gris à Washington, mais l'annonce enflammait chaque bureau, chaque couloir, chaque ligne de code clignotant sur les écrans des opérateurs boursiers. Musk, suivi de près par ses admirateurs à chaque frappe de clavier, expliquait que le nouveau paquet législatif venait de dynamiter des décennies d'incitation à la mobilité électrique et à la recherche sur les énergies propres. Il déclara sans trembler dans sa voix numérique que cette coupe massive représentait non seulement un recul environnemental, mais aussi un acte de haute trahison envers l'avenir industriel des États-Unis. Il ajouta qu'on ne lui avait jamais montré le texte final préparé dans l'ombre des couloirs où naissent les faveurs et meurent les promesses, et que le vote expéditif en était la preuve d'une opacité inacceptable. Les marchés hésitèrent, le Nasdaq glissa comme de la glace au soleil et les entreprises technologiques comprirent que ce craquement n'était pas un bruit parmi d'autres. C'était le son d'une alliance qui se désintégrait aux yeux du monde entier. L'origine de cette alliance reposait sur une scène désormais presque nostalgique. Janvier 2017, Trump venait de prêter serment en tant que président et, dans son désir de projeter une image de pragmatisme et de force entrepreneuriale, avait invité Elon Musk à rejoindre son conseil consultatif économique. La photo devint virale, le magnate de l'automobile électrique, pionnier des fusées réutilisables, assis à quelques centimètres d'un président qui promettait de rendre sa grandeur à l'acier, au charbon et à la mythique ceinture industrielle du Midwest. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Trump, exultant, décrivit Musk comme un pionnier dont le génie est un trésor national. Et cette phrase résonna dans les auditoriums des grands fonds d'investissement. Musk, fidèle à son style, répondit avec une diplomatie millimétrée. Il remercia pour l'invitation, affirma que le dialogue était indispensable et promit de présenter sa vision d'une économie propulsée par l'innovation. Des portes jusqu'alors blindées s'ouvrirent, dîner avec des lobbyistes, chevronnés, réunions nocturnes dans le bureau ovale, confidences dans des couloirs moquettés. Une anecdote circula, même selon laquelle Trump aurait autorisé Musk à dormir une nuit à la résidence présidentielle pour poursuivre au petit matin un débat sur l'infrastructure et le transport supersonique. C'était la photo parfaite. Wall Street, Silicon Valley et Washington scellant un triangle de pouvoir destiné à repousser toute bouffée de récession. Mais cette harmonie commença à se fissurer presque immédiatement. En juin 2017, lorsque Trump annonça le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, la réaction de Musk fut tranchante. « Je ne peux plus faire partie de ce conseil. Le climat ne peut pas attendre. » Cette démission publique déclencha la première alerte. Pour le président, habitué à la loyauté inébranlable de ses alliés, ce départ fut un affront qu'il n'oublia pas, bien qu'il le maquillât sous une cordialité protocolaire. Pour Musk, c'était une ligne rouge qu'il ne pouvait franchir sans trahir sa propre narration de sauveur de la planète. Pourtant, le sang ne coula pas encore. Les deux hommes se retrouvèrent à des événements ultérieurs, se serrèrent la main devant les caméras et posèrent comme de vieux camarades qui diffèrent mais ne se détruisent du pas. En coulisses, les conseillers de Trump avertissaient que le patron de Tesla rassemblait une armée de fans qui, le moment venu, pourrait se transformer en capital politique. Musk, quant à lui, continuait de voir en la Maison-Blanche un guichet crucial pour les contrats avec la NASA, les exonérations fiscales et les permis d'infrastructure que nulle maire ne pouvait accorder sans appui fédéral. Au fil des années, les tensions latentes se nourrirent de gestes symboliques, tweets sarcastiques sur le charbon, déclarations présidentielles célébrant la renaissance de l'industrie pétrolière, rapports du département de l'énergie manipulant les chiffres de réduction des émissions. Chacun jouait sa propre partie. Musk finançait des start-up de batteries et ouvrait des usines solaires dans des États démocrates, tandis que le gouvernement relançait des oléoducs paralysés et annonçait des plans pour revitaliser les raffineries. Le décor semblait un échiquier géant où les pièces se déplaçaient sans s'affronter. Mais la distance idéologique s'élargissait à chaque coup. Les rapports d'intelligence économique notaient cette divergence comme un risque modéré. Impact potentiel élevé, faible probabilité de déclenchement immédiat, ils se sont trompés. Le 28 avril, avant que l'aube ne dissipe les ombres sur le Potomac, un projet de loi atterrit sur la table du comité fiscal. À l'intérieur,
Des coupes de 70% sur les crédits fédéraux à l'achat de véhicules électriques, des minima historiques pour les déductions à la recherche en énergie propre et l'abrogation de plusieurs paragraphes protégeant l'achat public d'autobus zéro émission. La manœuvre fut si rapide que même les principales ONG environnementales n'eurent pas le temps de réagir. 12 heures plus tard, le texte fut soumis au vote en première lecture. Musk l'a pris par une fuite d'un ancien collaborateur à la Chambre des représentants. Un message sur son téléphone avec une photo floue du document officiel, presque illisible, mais suffisante pour percevoir l'ampleur du recul. En moins d'une minute, il appela son équipe juridique, exigea des copies certifiées et convoqua une réunion d'urgence avec les directeurs de Tesla et SpaceX. À 15 heures, alors qu'au Capitole les votes étaient comptés pour l'approbation initiale, Musk avait déjà évalué les dégâts. Des milliards de subventions envolées, une course contre la montre pour ajuster les budgets et surtout le sentiment d'une trahison perpétrée en pleine lumière du jour. Ce que la Maison-Blanche vendait comme la plus grande réduction d'impôts de l'histoire avait un revers que peu voulaient analyser à haute voix. Le sacrifice de l'économie verte pour gonfler les marges des industries fossiles traditionnelles. Musk, devant des caméras réunies en urgence dans un hangar de Hawthorne, prononça un discours qui entrerait dans l'histoire. Son ton fut chirurgical, sans emphase, mais le contenu était explosif. Il expliqua que la loi condamnait les États-Unis à perdre leur leadership technologique, affirma que la transparence gouvernementale s'était dissoute sous des accords opaques et, dans une conclusion glaçante, réclama l'ouverture d'une procédure d'impeachment. Lorsqu'un président légifère contre l'avenir et cache la vérité aux citoyens, il mine la confiance essentielle qui justifie son mandat. Ce n'était plus un reproche, c'était une déclaration officielle de guerre. Trump réagit d'abord avec surprise, puis avec fureur. Il se trouvait dans la salle du cabinet, examinant les chiffres de l'emploi, lorsqu'un assistant lui montra la diffusion en direct sur sa tablette. Le président frappa la coudoir de son fauteuil, marmonna quelque chose d'incompréhensible et demanda un rapport détaillé sur les contrats gouvernementaux en cours avec Tesla et SpaceX. Quelques minutes plus tard, le porte-parole présidentiel se présenta devant la presse pour minimiser l'incident. Monsieur Musk est un brillant entrepreneur, mais sa vision de l'économie ne coïncide pas toujours avec les intérêts de la majorité laborieuse. Pourtant, la blessure saignait déjà. À la radio conservatrice, un chœur de voix accusa Musk d'élitisme, de globalisme déguisé en innovation, de saboteur de la grande renaissance énergétique américaine. Le cercle intime du président comprit qu'une escalade était inévitable et conseilla de recourir à la tactique favorite de Trump, riposter avec un récit simple et percutant. Pendant ce temps, Musk préparait sa contre-attaque avec une précision que les analystes géopolitiques retiendraient pendant des décennies. Il déclara qu'il ne se contenterait pas de demander la destitution présidentielle, mais que, si Trump résistait, il retirerait ses projets spatiaux de la collaboration fédérale en cherchant des partenaires privés ou, pire encore pour la Maison-Blanche, des alliances avec l'Agence spatiale européenne ou des gouvernements asiatiques avides de talents et de contrats. La menace n'était pas rhétorique. Les vols commerciaux de Starship et les missions de ravitaillement de la Station spatiale internationale dépendèrent de calendriers coûteux que le Pentagone ne pouvait se permettre de retarder. Chaque jour de retard portait atteinte au prestige aérospatial des États-Unis, un coup que la Chine et la Russie saluraient dans l'ombre. À mesure que le conflit s'intensifiait, les médias commencèrent à disséquer la psychologie des protagonistes. Ils rappelaient comment Trump, promoteur immobilier et vedette de la télévision, avait su émouvoir des millions d'électeurs déçus par les élites. Et comment Musk, immigré sud-africain autodidacte en fusée, cultivait l'image d'un visionnaire qui ne craignait ni les faillites ni les échecs de lancement. Mais le choc n'était pas qu'une question d'ego, une question plus profonde se profilait en filigrane. Qui définit la direction de la République au XXIe siècle ? L'État, détenteur de la légitimité, ou les grandes plateformes qui concentrent l'intelligence collective et le capital risque ? Ce bras de fer exposait la question au monde entier, et la réponse semblait se façonner en temps réel. La nuit où Musk rendit publique l'idée de proposer J.D. Vance comme successeur présidentiel, l'écosystème politique trembla comme une métropole sous la menace d'une tornade. Vance, sénateur au caractère dur, auteur d'un best-seller sur la dévastation sociale de l'Amérique ouvrière blanche, incarnait une synthèse étrange, un populisme nationaliste respectueux de la recherche technologique. Pour Musk, c'était la pièce parfaite. Il pouvait hériter d'une partie de la base trumpiste tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération convaincue que la disruption est une patrie et un drapeau. L'annonce fut accompagnée d'une idée encore plus audacieuse, la possible fondation d'un parti qui reconfigurerait l'échiquier, un mouvement nourri par des ingénieurs, des entrepreneurs et des travailleurs de la Rust Belt, lassés de promesses creuses. Sur les forums numériques, un nom commença à circuler. Forward USA,
sans que l'on sache s'il s'agissait d'un ballon d'essai ou d'un lapsus volontaire. Trump, fidèle à son instinct, ne resta pas inactif. Il ordonna à son équipe de campagne d'élaborer des dossiers sur les aides publiques que Musk avait reçues au cours de la dernière décennie et fit fuiter auprès de chroniqueurs alliés l'idée que cet entrepreneur n'était rien d'autre qu'un passif gonflé par l'argent public prêt à s'effondrer. En même temps, il décida d'embrasser la narration de la bataille contre les élites technologiques. Dans des rassemblements improvisés, il répéta que aucun milliardaire au délire messianique ne dictera l'agenda du peuple. Ces mots enflammaient ses partisans, mais résonnaient aussi comme des signaux d'alarme dans les bureaux des donateurs traditionnels qui craignaient d'être pris entre deux titans et de perdre l'accès aux futurs locataires de la Maison-Blanche. Pour Musk, la réponse fut un coup de maître médiatique. Dans une interview nocturne, il enchaîna chaque phrase avec une précision chirurgicale et termina en liant indirectement Trump à Jeffrey Epstein. Il ne présenta aucune nouvelle preuve. Il se contenta de rappeler des photos et des agendas montrant les deux hommes dans des événements des années 990. Cette simple allusion suffit à déclencher toutes les alertes dans la machine républicaine. Les chaînes de télévision collectèrent en urgence des témoignages et des documents. Les conseillers de Trump publièrent des communiqués qualifiant l'accusation de malveillante, désespérée et fausse. Mais la graine du scandale avait déjà germé dans l'esprit de l'électorat, et certains commentateurs conservateurs influents furent contraints de réclamer une transparence totale pour lever tout doute persistant. Le séisme médiatique était en marche, et aucune réplique mineure ne pourrait secouer, avec autant de violence, les colonnes du pouvoir. Les conséquences se propagèrent comme des ondes sur un lac frappé par un rocher colossal. Les législateurs républicains recevaient des appels furieux de donateurs exigeant des clarifications. Avec Trump ou avec Musk ? Certains nouveaux membres du Congrès, préoccupés par une base jeune attirée par l'innovation, penchaient discrètement vers le discours écologiste. D'autres, dans des circonscriptions soutenues par des raffineries et des mines de charbon, faisaient de bloc derrière le président. Le Comité national républicain devint un nid de rumeurs. On parlait de rébellion, de motions internes et de la possibilité qu'une faction entière du parti fasse défection à la recherche d'un projet plus hybride. À ce stade, la guerre entre Musk et Trump dépassait les limites d'un affrontement personnel. C'était le symptôme le plus visible d'une fracture civilisationnelle, le choc entre le pouvoir issu des urnes et celui qui émane de l'innovation technologique. Dans les podcasts d'analyse politique, le terme « technopopulisme » commençait à prendre forme. Certains le décrivaient comme la fusion inévitable entre les réseaux sociaux, où Musk régnait en maître, et les vieilles pulsions d'identité nationale que Trump avait exploitées. D'autres avertissaient que derrière le masque du progrès, émergeait la figure du plutocrate prêt à remodeler la République selon ses propres algorithmes de réussite. Dans ce contexte, la Chambre des représentants annonça la création d'un sous-comité chargé d'enquêter sur l'approbation accélérée et opaque du paquet de réduction. C'était une victoire initiale pour Musk, mais aussi l'ouverture officielle d'un processus qui pouvait mener à un long épuisement. Les marchés, incapables de déterminer qui imposerait son récit, fluctuaient comme des boussoles déréglées. L'indice de volatilité atteignait des sommets jamais vus depuis la crise financière de 2008. Les fonds de pension souffraient et la presse étrangère spéculait sur la possibilité que la crise politique affecte le dollar, mettant fin à son hégémonie monétaire. Depuis Berlin, le ministre allemand de l'économie déclara que l'Europe observe avec inquiétude la dérive intérieure des États-Unis. Et depuis Pékin, les porte-paroles du Parti communiste répétaient, avec une ironie calculée, que la stabilité est la vertu des sociétés matures. Ainsi se poursuivait l'histoire, chaque jour ajoutant un nouveau chapitre de tension, de trahison et de calcul froid. Pendant ce temps, dans la pénombre d'un bureau tapissé de cartes célestes, Musk consultait des projections de vote générées minute par ses algorithmes internes. Il savait que, pour vaincre un président populiste, le fracas médiatique ne suffisait pas. Il fallait l'art subtil de l'arithmétique parlementaire et la séduction de ses sénateurs encore indécis. Et de l'autre côté, Trump préparait un discours dans la salle Roosevelt promettant de restaurer la grandeur énergétique et de libérer la nation du chantage des entreprises déguisées en futurisme. Le duel battait son plein et le pays retenait son souffle conscient que ce qui était en jeu n'était plus seulement une loi. La matinée du discours de Trump s'est levée avec une chaleur moite et la rumeur d'un cyclone politique que plus personne n'osait nier. Les caméras s'entassaient dans le jardin sud, les correspondants se bousculaient pour obtenir le meilleur angle et le président, avec l'air ferme de celui qui devine que toute retraite est une défaite, a promis d'agrandir les raffineries, de multiplier les oléoducs et de créer la plus grande part d'emplois dans le secteur énergétique en un siècle. Chaque phrase était une flèche dirigée au cœur des grandes entreprises technologiques
et, par extension, à son adversaire du moment. Tandis que la foule de partisans scandait des slogans patriotiques, une mer d'écran autour du monde retransmettait le message en direct et comptait en même temps combien d'actions Tesla chutaient à chaque ovation. À des milliers de kilomètres, à la base de Boca Chica, Musk observait la vapeur qui s'échappait d'un réservoir cryogénique. Les ingénieurs testaient les moteurs Raptor, indifférents au vacarme politique, mais lui voyait dans ces traînées blanches le miroir d'une nation sur le point d'exploser là où on l'attend le moins. La réplique ne se fit pas attendre. 3 heures plus tard, le compte X de l'entrepreneur s'illumina avec une série de publications minutieusement liées, expliquant, avec des graphiques et des données originales, comment l'industrie des énergies renouvelables avait créé 2 millions d'emplois nets depuis 2015, dépassant la somme du charbon, du pétrole et du gaz naturel combinés. Ce qui était frappant n'était pas le chiffre, mais l'effet immédiat. Des dizaines de congressistes républicains modérés retweetaient l'information sans ajouter aucun commentaire, comme si ce geste suffisait à marquer une distance avec le discours présidentiel. À chaque republication, la vague se propageait et des cabinets prestigieux comme McKinsey et Deloitte validaient en temps réel les chiffres montrés par Musk, consolidant sa réputation de source empirique face à la rhétorique émotionnelle de la Maison-Blanche. Dans les couloirs du Capitole, la division interne devint tangible. Un sénateur vétéran avec 4 décennies de service et une réputation d'impassible fut vu sortant précipitamment du bureau du leader de la majorité, chuchotant que si la confrontation ne se calmait pas, il perdrait les élections de mi-mandat. À l'autre bout du bâtiment, un député du Texas, qui devait une bonne partie de sa carrière aux dons pétroliers, jurait qu'il ne céderait jamais devant un prophète du lithium, tout en promettant des auditions publiques pour enquêter sur des coupures supposées causées par les voitures électriques. Cette cacophonie était le prélude à la bataille qui se jouerait à la Commission de l'énergie et du commerce, où chaque ligne budgétaire deviendrait un champ de mine. Les grands donateurs sentirent le danger avant tout le monde. Des fonds spéculatifs qui, un an auparavant, se vantèrent de leur diversification, pressaient maintenant leurs analystes pour estimer avec précision mathématique les dégâts que leur portefeuille subirait si la fracture débouchait sur un schisme électoral. Certains, inquiets, cherchaient des audiences privées avec Musk pour s'assurer que sa stratégie politique n'incluait pas un boycott des investissements traditionnels. D'autres, au contraire, se rendaient à Mar-a-Lago pour réaffirmer leur loyauté à un président qui, faute de certitudes économiques, promettait protectionnisme et réduction fiscale. Ces réunions secrètes alimentèrent une spirale de fuite. Des journalistes avides publiaient des listes incomplètes de participants et, sans le dire, semèrent l'idée que le parti se vidait goutte à goutte dans des arrangements clandestins. Le désaccord atteignit son apogée lorsque la Maison-Blanche divulgua à la presse un projet de décret limitant les contrats fédéraux avec des entreprises dont les chaînes d'approvisionnement dépendaient des minerais raffinés en Chine. Apparemment, c'était une attaque chirurgicale contre la dépendance étrangère, mais tout le monde lut entre les lignes. C'était une balle dirigée contre Tesla, dont la production de batteries nécessitait du nickel, du cobalt et du lithium traités en Asie. Musk a répondu par un mouvement inattendu. Il a annoncé des négociations préliminaires pour ouvrir une giga-raffinerie de minerais au Nevada en collaboration avec des gouvernements tribaux et des capitaux privés canadiens, laissant l'administration Trump face à un dilemme. S'il bloquait l'usine, il montrerait de l'incohérence, et s'il l'approuvait, il confirmerait le poids du magnate même sur un territoire hostile. Le plateau changeait du jour au lendemain et, comme dans une partie d'échecs rapide, chaque pièce avançait sans que personne ne puisse prévoir le coup suivant. Ce va-et-vient atteignit même la structure médiatique elle-même. Des chaînes conservatrices, qui gravitent de normalement obéissantes autour du président, commencèrent à accorder des segments en prime time à des porte-paroles de l'agenda verte. Des animateurs de talk-show, instruits par des producteurs flairant l'audience dans la lutte, invitaient de jeunes ingénieurs de SpaceX à expliquer pourquoi l'hydrogène vert n'était pas une chimère de la Silicon Valley, mais une bouée de sauvetage pour la sidérurgie du Midwest, et comparaient des chiffres d'efficacité énergétique avec les avantages fiscaux que le président venait d'ôter. Derrière les caméras, les directeurs des informations mesuraient chaque dixième d'audience et découvrirent que la guerre Musk-Trump dépassait en part de marché n'importe quelle exclusivité internationale. Cette révélation alimenta une couverture constante, et en quelques jours, la lutte délogea des gros titres des conflits lointains. Des crises de la dette étrangère et même de la Ligue de football impériale qui monopolise généralement les week-ends. Le pays entier, des communautés minières de Virginie occidentale au Loft, de programmation de Seattle, débattaient si l'avenir devait s'écrire au pétrole fossile ou avec des batteries capables de traverser le continent sans une goutte de diesel.
La Maison-Blanche, assiégée par des questions sur la dépendance aux minerais d'Asie et l'hypocrisie supposée d'attaquer Tesla, tout en approuvant des projets pétroliers avec des partenaires saoudiens, convoqua un conseil de guerre communicationnel. Là surgit l'idée, qui marquerait un avant et un après, ressortir de vieilles photos de Trump avec Elon Musk prises à cette époque dorée où tous deux souriaient dans le bureau ovale. L'intention était simple et dévastatrice, montrer au public que le magnate sud-africain avait un jour bénéficié de l'aura présidentielle et qu'il trahissait maintenant une confiance gagnée à huis clos. Cependant, la stratégie se retourna contre eux. Musk, anticipant l'attaque, publia l'image originale accompagnée d'un message chirurgical. En politique, les photos ne prouvent bien pas l'amitié, elles prouvent le protocole. Ce qui importe, ce sont les actions qui suivent. La réponse devint virale en quelques minutes et neutralisa la tentative de le peindre comme un allié mordant la main qui le nourrit. C'est alors que l'ombre de Jeffrey Epstein apparut comme un spectre convoqué à un banquet d'accusations croisées. Musk n'eut besoin que d'un commentaire cryptique lors d'un streaming avec des investisseurs technologiques. Il déclara que les vraies relations dangereuses ne se trouvent pas dans les conseils d'administration, mais dans les agendas privés qui seront un jour publics. Quelques secondes plus tard, le réseau saisit l'insinuation. Des journalistes d'investigation ressortirent de vieilles archives et rappelèrent que Trump avait côtoyé Epstein lors de fêtes à Palm Beach dans les années 90. La Maison-Blanche réagit par un démenti véhément et accusa Musk de propager des théories infondées, mais la boîte de Pandore était déjà ouverte. Les programmes matinaux montrèrent des extraits d'archives, les analystes juridiques débattirent des ramifications possibles et, bien que personne ne portât de nouvelles accusations, le scandale détourna l'attention des subventions vertes vers la question de combien de secrets pouvaient cristalliser dans le flux toxique de la campagne à venir. Au sein du Parti républicain, la fracture s'est transformée en gouffre. Des chefs de comité dépendant des dons aérospatiaux hésitaient entre défendre le président ou risquer le financement des laboratoires dans leur circonscription. Un groupe de représentants de la ceinture solaire de l'Arizona et du Nouveau-Mexique envoya une lettre privée exigeant la renégociation des coupes budgétaires en échange d'un soutien public. Des fuites ultérieures montrèrent que la lettre avait été rédigée avec l'aide de conseillers payés par la Fondation Musk pour l'innovation durable. Parallèlement, les Faucons de l'énergie, dirigés par des sénateurs influents et vétérans, jurèrent de ne pas céder un centime à ce qu'ils qualifiaient de l'extorsion écologique. La coalition qui avait offert à Trump son premier grand contrôle législatif pendait désormais à un fil, et chaque fois que le président appelait un sénateur indécis, il trouvait la ligne occupée par un émissaire de l'écosystème technologique promettant des emplois, ou plus tentant encore, des investissements dans les infrastructures 5G et les centres de données de dernière génération. À Wall Street, la volatilité devenait la norme. Un jour, les actions des compagnies pétrolières montaient suite à des annonces de nouveaux permis d'exploration. Le lendemain, elles chutaient après des rumeurs selon lesquelles Musk discutait du financement de gigafactories de batteries en Oklahoma et Kansas, des États traditionnellement républicains. Les algorithmes, programmes qui suivent les mentions en temps réel pour ajuster les portefeuilles, commencèrent à traiter les tweets de Musk comme des indices de référence, tout comme les communiqués de la Réserve fédérale. Jamais un PDG n'avait eu autant d'influence monétaire avec si peu de caractère. Avec un congrès divisé, la Commission de l'énergie et du commerce convoqua une audience publique où, dans un retournement dramatique, Musk et le président d'ExxonMobil furent invités. Sous les projecteurs, l'entrepreneur sud-africain présenta des diapositives sur la chute exponentielle des coûts par kilowattheure des batteries lithium-fer-phosphate et projeta des scénarios où le réseau électrique passerait d'un monopole à un écosystème de micro-réseaux décentralisés. Son rival, d'un ton grave, dessina un monde dépendant du pétrole pendant au moins un demi-siècle et avertit que sans le brut, l'agriculture et l'aviation s'effondreraient. Le face-à-face fut retransmis comme une finale sportive. Les bars installèrent des téléviseurs, les bureaux réduisirent leurs horaires, les universités organisèrent des forums de suivi. Pour une grande partie du public, cette comparution symbolisait plus qu'un duel d'experts. La bataille entre un passé qui refuse de mourir et un avenir qui lutte pour naître. Pendant que les caméras captaient chaque souffle, Musk conclut son intervention par une annonce de dernière minute. Il lançait un fonds de 15 milliards de dollars, soutenu par des capitaux privés et des obligations vertes, pour subventionner la reconversion des travailleurs de l'industrie fossile vers des emplois dans la fabrication durable. Il proposa également, dans un geste soigneusement calculé, d'installer un campus de recherche dans l'Ohio, cœur de l'électorat trumpiste. C'était un double coup. Il sapait la narration de la perte d'emploi et dérobait à Trump le drapeau de la renaissance locale.
Le lendemain, les journaux titrèrent sur le nombre d'ouvriers pouvant être requalifiés grâce au plan de Musk, reléguant au second plan les projets de forage que la Maison-Blanche poussait depuis des semaines. La tension monta du Capitole aux banlieues quand des comités citoyens commencèrent à organiser des manifestations simultanées. À Bakersfield, des vétérans de l'industrie pétrolière marchèrent avec des pancartes réclamant de l'énergie réelle, pas des promesses en silicium. À Austin, des programmeurs et étudiants manifestèrent avec des slogans proclamant « Science, pas carburant ». Les chaînes de télévision alternaient images de casques brillants de raffinerie et de panneaux solaires reflétant le soleil texan, comme si le pays était coupé entre la flamme bleue du gaz et l'éclat métallique des gigafactories. C'est dans ce climat inflammable que Musk fit un pas que les stratèges politiques jugèrent presque suicidaire ou presque génial. Il annonça qu'il envisageait sérieusement une mise en congé temporaire comme PDG de Tesla pour diriger une plateforme politique qu'il définissait comme un mouvement d'union technocrate et de populisme rationnel. L'annonce fit trembler les métriques de popularité. Chez les moins de 35 ans, son approbation grimpa de 10 points. Chez les plus de 60 ans, elle chuta de 5. Les agences de notation se hâtèrent d'évaluer l'impact possible de ce semi-retrait sur la solvabilité de Tesla, mais se heurtèrent à un détail, l'entreprise préparait depuis des mois un plan de succession où des dires Trump, acculé par des révélations quotidiennes et des déserteurs partiels, a activé son arme la plus puissante, la rhétorique de la place publique. Il a repris ses tournées dans les comtés du Rust Belt et a promis des subventions massives pour l'exploitation minière du charbon destiné à l'exportation. Une promesse qui semblait anachronique mais galvanisait sa base dure. De plus, il a réintroduit l'idée d'une taxe sur l'utilisation des routes pour les véhicules électriques, sous prétexte que tout le monde doit payer pour l'asphalte qu'il foule. Ce fut un coup direct à la clientèle de Tesla et un clin d'œil à l'industrie automobile traditionnelle. Parallèlement, il a ordonné au ministère de la Justice de revoir les licences de lancement de SpaceX, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Musk a immédiatement dénoncé les usages politiques des agences fédérales et même d'anciens officiers de la force spatiale ont averti que ralentir les contrats avec SpaceX bénéficierait à des adversaires comme la Chine. Ainsi, la tension montait du terrain économique à la défense et chaque sphère institutionnelle impliquée entraînait de nouvelles loyautés, de nouvelles ruptures et des budgets millionnaires. Le sénateur J.D. Vance, devenu malgré lui une pièce clé, avançait avec prudence. En public, il se référait respectueusement au président, mais dans des podcasts écoutés par un jeune public, il se montrait réceptif à l'idée de moderniser le pays avec un capitalisme régénératif. Ses conseillers ont conçu un discours mêlant nostalgie ouvrière, promesse d'autoroutes solaires et connectivité universelle. La presse a commencé à l'appeler le candidat Schrödinger, ni dedans ni dehors le trumpisme, vivant et mort à la fois jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte. Musk, maître du récit, lui a offert une place de choix lors de la présentation d'un projet pour lancer des satellites 6G. Et les caméras les ont captés en conversation complice. Cette image, reproduite des millions de fois, a consolidé la perception que Vance pouvait être le pont entre deux mondes apparemment irréconciliables. La guerre dialectique a atteint des dimensions culturelles. Sur Instagram, des influenceurs du style de vie durable viralisaient des chorégraphies avec des roues de Tesla Cybertruck, tandis que des TikTokers pro-Trump répondaient en faisant des burn-out avec des pick-up voraces en essence. Des tendances opposées se sont formées, des bandes son antagonistes, des mèmes ridiculisant l'un ou l'autre camp. Sur Reddit, des sous-forums qui débattaient auparavant de cartes graphiques analysaient maintenant l'élasticité de la demande énergétique. Et dans des forums de chasseurs, on discutait si les lois sur les émissions étranglaient la vie rurale. L'algorithme social s'est saturé d'une conversation qui ne tenait plus dans les gros titres. C'était un tremblement narratif où chaque citoyen, quel que soit son métier, trouvait un angle qui le touchait de près. Parallèlement, dans les bureaux diplomatiques, la lutte était vue comme une opportunité. Des fonctionnaires européens ont discrètement contacté les cadres de Tesla pour leur offrir des crédits bonifiés s'ils déplaçaient dans de la recherche avancée sur le sol communautaire. Au Japon, des consortiums automobiles ont proposé à Musk des joint ventures pour partager des brevets sur les batteries à l'état solide. Le département d'État, alerté par ces mouvements, a envoyé des câbles d'avertissement à ses ambassades. Toute négociation doit passer par l'autorisation centrale, risque élevé de fuite technologique. Cette note, divulguée le lendemain, a alimenté la crainte que la croisade contre les subventions vertes ne finisse par exporter le leadership américain à l'étranger, un scénario que même les critiques les plus durs ne pouvaient défendre sans rougir. Dans la pénombre de la résidence présidentielle, Trump a convoqué une réunion avec ses stratèges les plus fidèles. Il leur a exigé un plan pour freiner l'avancée médiatique de Musk, en même temps, recomposer la façade d'unité partisane. Une idée audacieuse est alors née.
convoqué un sommet de l'industrie fossile et des leaders syndicaux pour signer un accord patriotique de réindustrialisation. L'événement fut programmé à Pittsburgh, ville d'acier et de cheminées, avec en toile de fond un pont illuminé en rouge, blanc et bleu. Cependant, quelques heures avant l'événement, un groupe de travailleurs sidérurgiques annonça son intention d'empêcher la cérémonie si des engagements réels en matière de transition énergétique n'étaient pas inclus. Cette déclaration, amplifiée par les réseaux de Musk, force à l'annulation du sommet à la dernière minute, tandis que des drones de journalistes survolaient un site vide entouré de barrières métalliques et de patrouilles dispersées. Les images, diffusées en direct, devinrent le symbole d'un leadership incapable de remplir la scène qu'il avait lui-même décorée. Le conflit atteignit son paroxysme législatif lorsque, après des semaines de manœuvres, la Chambre vota une résolution pour ouvrir une enquête formelle sur l'opacité de l'approbation du paquet fiscal. Ce n'était pas encore une procédure de destitution, mais cela inscrivait le mot « destitution » à l'ordre du jour officiel du Congrès. Au décompte final, la fracture apparut, 32 républicains rejoignirent l'opposition démocrate. Les agences de presse interrompirent leur programmation pour afficher ce chiffre en lettres géantes, et une carte du pays commença à clignoter avec les circonscriptions des déserteurs. Pendant ce temps, Musk publia un simple émoticône de fusée pointant vers le haut et un texte « Onwards ». Ce message, interprété comme un geste de célébration, déclencha de nouvelles accusations d'influence indue sur le pouvoir législatif. Mais pour des millions d'internautes, ce fut la confirmation que l'époque des lobbies silencieux était révolue. Désormais, la pression s'exerçait au grand jour, en code binaire et sans intermédiaire. La nuit de ce vote, avec le Capitole illuminé et des hélicoptères tournoyant comme des insectes mécaniques, les marchés asiatiques ouvrirent en forte baisse dans les secteurs dépendants du charbon, tandis que les entreprises de semi-conducteurs et d'énergie solaire enregistraient des pics inédits. Des analystes matinaux à Londres et Francfort tentèrent de prévoir si la tempête politique aboutirait à une réforme ou à un effondrement. En même temps, sur un plateau de télévision à Los Angeles, une table ronde composée de sociologues, d'anciens fonctionnaires et d'un pilote d'essai de SpaceX débattait de la possibilité que la révolte technocratique mette fin au bipartisme. La conclusion fut aussi indécise qu'électrisante. Pour la première fois en un siècle, la question « qui gouverne vraiment ?» semblait ne pas avoir de réponse unique, mais un spectre de possibilités qui s'élargissait à chaque tweet, chaque décret filtré, chaque giga-usine annoncée dans un état hésitant. Ainsi, au milieu de la nuit où les indices boursiers ne dorment jamais, la nation commença à entrevoir trois chemins divergents. L'un conduisait à la consolidation d'un trumpisme renforcé, capable d'étouffer l'insurrection technologique et de renforcer la primauté du pétrole. Un autre ouvrait la porte à une rupture, avec Musk comme architecte d'un nouveau parti absorbant populistes désabusés et technocrates ambitieux. Le troisième, peut-être le plus troublant, suggérait une usure mutuelle qui préparerait la voie à un troisième acteur, peut-être un gouverneur à la main de fer et au sourire modéré, prêt à occuper un trône vacant sur les ruines de deux empires épuisés. Mais aucun de ces dénouements n'était encore écrit. Le scénario était toujours en cours, les protagonistes n'avaient pas dit leur dernier mot, et le public restait en attente, conscient que chaque aube apporterait un nouveau tournant capable de redéfinir, encore une fois, le concept même de pouvoir aux États-Unis.